il m'a semblé quand même à titre personnel que qu'il y avait il y a un petit mouvement, que depuis quelque temps, on parlait un petit peu plus du linceul. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vérifié, mais j'ai quand même eu cette impression. Depuis le grand battage médiatique de 1988, à l'occasion de la datation au carbone 14, on n'entendait plus beaucoup parler du linceul, sauf comme un critère de mauvaise foi. Et il reste vrai aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, quand on interroge l'homme de la rue, y compris à la sortie de la messe, la plupart du temps, qu'il le regrette ou qu'il s'en félicite, il pense qu'il s'agit d'une mystification moyenâgeuse. Il faut reconnaître à l'époque, les laboratoires et le British Museum, qui étaient en charge de superviser l'analyse, n'avaient pas été avec le dos de la cuillère, donc en annonçant l'âge médiéval, et les commentaires pendant la conférence de presse qu'ils avaient tenue sur vous voyez le commentaire ici de Hedges et le commentaire du professeur Hall, étaient sans appel. Il s'agissait manifestement d'infos et on tourne la page, on n'en parle plus. La fameuse revue Nature, qui reste, selon Wikipédia, l'une des plus anciennes et des plus réputées au monde, avait également manqué de nuances. Elle avait perdu une belle occasion de se taire à cette époque, mais en annonçant d'abord un faux habile dans une correspondance et dans l'article Princeps, qui est sorti sous 21 signatures de scientifiques, affirmait que les résultats démontraient à l'évidence que le lin du suaire de Turin était médiéval. On n'a pas entendu parler, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais très peu de gens ont entendu parler dans les années qui suivent. Je ne vais évidemment pas tout les reprendre, mais absolument l'ensemble de tous les participants de cette analyse n'ont pas complètement rétracté, mais ils ont tous dit la main sur le cœur, qu'ils n'avaient jamais dit que le linceul était faux, qu'il y avait un problème et que voilà. Mais ça, on en a très très peu parlé et donc on est resté sur cette datation qui a, comment dire, perverti un peu les débats pendant assez longtemps. Et en même temps, qui a rendu un grand service parce que la communauté scientifique qui connaissait bien le linceul, qui s'y intéressait, a travaillé beaucoup et a avancé les choses. Alors les commentaires, les partisans attendez, j'ai une image qui me gêne, voilà. De l'ancienneté sont ceux qui pensent encore que la Terre est plate. Le commentaire sur la fabrication de faux qui était un business, etc. Donc le British Museum avait été extrêmement brutal en disant circuler, il n'y a rien à voir. La revue Nature avait été très brutale aussi. Donc j'avais relevé les quelques citations des rétractations des gens en cause. Ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Le forum, tout ça, c'est des images, donc effectivement, ça apportait pas grand-chose. L'exposition de Salamanque, que je suis allé voir, qui était quand même effectivement très intéressante. Voilà, ça vous avez pas vu? Vous voulez le revoir ou pas? The official verdict on the shroud that some medieval forger just faked it up and flogged it. It would seem fair to expect Vous le voyez là? an organization as august and as well-resourced as the British Museum to be able to replicate it, wouldn't you say? Well, here's a challenge to the British Museum. Can you recreate the shroud and its image with its specific characteristics using only the medieval processes and materials available to that medieval forger you maintain was responsible? If you succeed, you can claim $1 million from this production. Full details and the criteria to be met are on the film's website. British Museum, we hope to hear from you. Voilà, donc ça, c'était quand même amusant de voir ce défi qui est bien réel. Et puis, bon, les médias, je passe. Allez. Je suis tout à fait désolé de ce nouveau bug. Voilà, donc le suaire d'Oviedo, la conférence, et on attaque la datation. Alors, sur la datation, donc, si vous avez suivi un peu l'affaire, vous savez les quantités d'écrits qui ont été faits autour de la datation et les critiques. Je garde simplement cette image qui vient également du film de David Rolfe, de Hook and Hebe,
et qui montre que par rapport au protocole initial qui avait été proposé par le Vatican et par le custode pour la datation, aucun des critères n'a été respecté, sauf la supervision par le British Museum, on a vu ce qu'on en pensait, et le fait que les différents laboratoires devaient signer les résultats en commun. Aucune autre des prescriptions initiales n'ont été respectées. Il y a eu des quantités de critiques, beaucoup fondées, certaines totalement infondées. Il est hors de question de les reprendre ce soir. Je vous renvoie éventuellement à la synthèse très bien faite par mon prédécesseur, Pierre Derimat, qui a refait ce livre 30 ans après le test au carbone 14 et qui résume un peu toutes ces controverses. Ce que j'en retiens, moi, pour le dire simplement, c'est que même si on tient compte de toutes les critiques fondées et si on additionne les erreurs possibles, on est très loin des 13 siècles d'erreurs. Ça ne suffit pas à expliquer, ça ne suffit pas à dater le linceul du 1er siècle. Et donc, on est manifestement, avec le carbone 14, devant un problème pour le linceul du Turin. Si on croit à son authenticité à cause de tout ce qui était dit par ailleurs, il y a un problème avec le carbone 14. Alors, ce problème, il était repéré d'emblée. Dès la sortie du premier article, il était repéré, puisqu'on a deux laboratoires qui ont des fourchettes de date qui concordent, qui se recoupent, et un qui est complètement en dehors, même en tenant compte de leurs écarts types, puisque Oxford dit, voilà, c'est entre 1208 et 268, donc ça ne peut pas être à 1288. Donc ça avait été repéré dès l'époque. Et d'ailleurs, dans la revue Nature, il y a une phrase assez sibylline qui demande d'être lue 2 fois pour voir qu'elle signale un problème, qui dit qu'il y a un problème sur la dispersion des résultats. Et donc la revue présente, les 21 signataires présentent une moyenne 260-390 en utilisant, et là-dessus les statisticiens sont assez formels, en utilisant, enfin disent que là il y a déjà un premier acte de mauvaise foi, puisqu'on utilise des outils statistiques d'une manière ou de l'autre, pas pareil pour les différents laboratoires, pour arriver à cette moyenne et pour arriver à un niveau de signification de 5%, c'est-à-dire qu'il y a 5% de chance que les trois échantillons, les 3 laboratoires proviennent bien du même tissu. En dessous de 5%, l'analyse est invalide. Il faut d'ailleurs préciser que déjà, avant les résultats qu'on va voir, les gens avaient recalculé avec les éléments qu'ils possédaient, et ils trouvaient non pas 5, mais 4,4 ou 4,6, je ne sais plus, et que les 5% étaient déjà un arrondi. On le voit bien sur cette autre image, hein, la dispersion des résultats à Zurich, Arizona, rentre dans une courbe de Gauss qui ne recoupe absolument pas les résultats d'Oxford. On le voit très bien encore dans ce tableau où on a ce niveau de signification de 5% du linceul de Turin, alors que les 3 tissus témoins qui ont été fournis au laboratoire concordent bien. 30% de signification pour la cape de Saint-Louis, 50% pour la momie égyptienne, et même 90% de concordance entre les 3 laboratoires. C'est même tout à fait remarquable pour le tissu funéraire nubien. Il n'y a que pour le linceul où les résultats concordent moins bien. Si on regarde un petit peu plus près, donc les prélèvements ont été faits si on image, si vous voulez, un petit peu plus, sans rentrer dans les calculs statistiques qui sont très compliqués, et que moi je ne sais pas faire. Si on image l'histoire, donc le prélèvement avait été fait dans le coin supérieur gauche du linceul. Il y avait eu donc, on a retiré quelques fils effilochés qui ont été gardés pour d'autres analyses ultérieures. Et puis on a découpé une bande de 80 mm de long. La moitié est gardée par le custode, par l'archevêque de Turin, pour des analyses ultérieures, et 3 fragments donnés aux 3 laboratoires. Et on obtient ces résultats avec quand même cet aspect, outre le décalage de 104 ans, le fait qu'on a l'impression d'une progression dans le temps. Et si on imaginait qu'il fallait aller au bout du tissu, le tissu n'existe toujours pas, il est peut-être de l'an 3000, on n'a pas calculé jusqu'au bout, on n'a pas le droit de le faire, ce n'est pas du tout scientifique, mais on n'a pas contre le devoir de se poser la question de ce décalage de 104 ans qui est supérieur à la précision de chacun des laboratoires. J'ai laissé cette image que je l'avais faite pour une conférence dans un collège. Voilà, vous avez acheté un drap de lit à la Redoute ou chez Amazon, et puis vous faites analyser parce que vous avez des copains dans le laboratoire. Si vous répondez ces résultats d'analyse sur 3 fragments contigus, vous mettrez en doute le résultat. Ils étaient d'accord, on était tous d'accord. En 2017, Tristan Casabianca, qui est un juriste français,
a obtenu, par voie légale, tout à fait légale, d'obtenir enfin ce qu'on n'avait jamais eu, c'est-à-dire l'ensemble des résultats bruts de laboratoire. On avait eu, par la revue Nature et par d'autres biais, les moyennes calculées par chacun des laboratoires et on travaillait que sur ces moyennes. Depuis Tristan Casabianca, on a donc chacun des laboratoires, sur chacun des prélèvements, a fait des sous-prélèvements, entre 8 et 12 sous-prélèvements à chaque fois, et chaque sous-prélèvement a fait l'objet de plusieurs mesures. Tout ça a été bien fait. Et donc, on a tous les résultats absolument en détail. Et Tristan Casabianca a refait travailler des statisticiens qui non seulement confirment le décalage qu'on connaît, mais qui disent qu'entre le plus ancien des prélèvements et le plus jeune, on arrive à 255 ans. On est très, très au-delà de la précision de la méthode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ou bien les 3 fragments ne viennent pas du même tissu, c'est d'ailleurs une théorie que défendent un certain nombre de gens, en particulier au CIELT, il y a des gens qui sont de cet avis qu'il y a eu supercherie, il y a eu escroquerie. Personnellement, et avec beaucoup d'autres, je ne partage pas cette opinion, je ne crois pas, mais si ce n'est pas le cas, comment est-il possible que 3 morceaux du même tissu contigu aient des âges différents? Eh bien, il faut qu'ils aient été enrichis en carbone 14, et ce, de manière hétérogène, par un mécanisme dont on n'a pas l'explication. Il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup, qui se complètent, qui se discutent. Il n'y en a encore aucune qui n'a emporté la conviction totale, mais il y a eu forcément un enrichissement en carbone 14, et la seule chose pour laquelle on est certaine, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette analyse au titre de la datation. Alors, un autre abord sur la datation, c'est celui donc de Julio Fanti, on l'a évoqué tout à l'heure, en 2013. Lui se propose d'étudier la dégradation de la cellulose qui constitue les fibres de lin. Et en mesurant la dégradation, il pense pouvoir estimer son âge. Il prend une douzaine de tissus anciens pour étalonner ces machines. Et il a trois méthodes complémentaires, 2 méthodes par spectroscopie, une méthode qui est simplement la résistance mécanique. Il fabrique un petit appareil pour tirer sur le fil, tout simplement. Et vous voyez que ces méthodes sont assez grossières. On passe de moins 800 à plus 800 ici, mais toutes permettent d'avoir un tissu qui, au tournant de l'âge chrétienne, il y a une période commune qui permet de dire que le tissu est bien de 2000 ans. En 2022, ça a fait un peu le scoop, ces rayons X. Quand on a dit ça balaye le carbone 14, je crois qu'on ne peut pas du tout dire ça. En fait, c'est la même idée. Fanti, mais avec l'aide de Liberato De Caro, dans un organisme national italien de tout à fait d'excellente réputation et de très haut niveau, le CNRS italien, on va dire, étudie là aussi la dégradation de la cellulose avec une méthode qui a un énorme avantage, c'est les rayons X. L'énorme avantage est parfaitement inoffensif sur le tissu. Il suffit d'un tout petit morceau, on peut la recommencer indéfiniment, on peut la proposer à tous les laboratoires du monde, ils peuvent vérifier. Ça, c'est un gros avantage. Ils l'ont fait alors avec un étalonnage sur 4 tissus simplement anciens, dont un linge de Masada, dont on sait qu'il est du 1er siècle et qui vient de Palestine, donc de Masada. Et la courbe correspondant à la fibre du suaire de Turin est la plus proche de la fibre de Masada, et donc on dit qu'il est de 2000 ans. Alors, c'est tout à fait intéressant, c'est une pierre de plus, c'est effectivement très intéressante, mais il y a quand même des limites, il y a des vraies limites. D'abord, c'est une technique nouvelle. Le carbone 14 est une technique solide, validée, sûre, qui connaît des échecs retentissants, et le linceul de Turin en est un. Il y a d'autres échecs connus, mais ça reste une méthode valide qui est insensible aux conditions de conservation, alors que par contre, on comprend très bien, enfin on imagine très bien qu'un tissu de lin qui est conservé en plein désert dans une pyramide ou dans une cave humide, je ne sais pas où en Occident, ne va pas se dégrader de la même manière s'il est souvent exposé au soleil, s'il est souvent manipulé. On comprend très bien que les conditions de conservation puissent modifier considérablement la vitesse de dégradation. Ça a été pris en compte par les auteurs qui ont fait un gros travail pour estimer les conditions de conservation. Ça a été pris en compte, mais ça reste une limite. Et puis, il y a une limite purement formelle, qui est le fait que le gardien du suaire dit qu'il n'a jamais lui-même donné de fibres pour faire ses tests, et que donc il conteste le résultat puisqu'il ne sait pas d'où viennent les fibres. Bon. Tout le monde connaît Fanti. Fanti dit très bien d'où viennent ces fibres. Personne ne doute de l'origine, mais c'est une contestation scientifiquement recevable. Et la conclusion, c'est que, il faut renouveler.
sans modération cette méthode jusqu'à ce qu'elle acquiert son autorité. Donc voilà, ça ne détruit pas le carbone 14 qui s'est détruit tout seul, mais c'est une pierre de plus intéressante sur l'ancienneté du linceul. Alors sur le débat historique, je vais forcément être un petit peu plus laïque, d'abord parce que je suppose que vous êtes tous plus historiens que moi. Et pour présenter les choses, je dirais que pendant très longtemps, on n'a rien su du linceul au premier millénaire. Et aujourd'hui, pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas spécialiste, il y a trop de renseignements. Honnêtement, j'aurais pu très bien savoir où on en est entre le Mendélion, l'image des déesses, leur reproduction, l'image qu'on mettait sur le coffret qui contenait lui-même, etc. Il y a un moment où c'est difficile de s'y retrouver. Et d'ailleurs, je souhaite vraiment, moi, en tant que conférencier et en tant qu'intéressé personnellement, d'y voir un peu plus clair. Et je pense qu'on va lancer dans l'association un travail de récollection, enfin de rangement, de classement pour pouvoir donner des éléments de langage un peu plus précis à des gens comme moi qui ne sont pas spécialistes. Je vais donc me contenter de vous présenter deux débats un petit peu nouveaux en cours et qui sont liés en particulier à la parution du livre de Jean-Christian Petit-Fils. D'abord sur la période initiale du linceul, après l'année 33. Ian Wilson, en 1978, avait présenté cette très belle et très romanesque histoire d'Abgar, la légende d'Abgar, la rencontre d'Abgar et de Thaddée, l'image miraculeuse, la guérison d'Abgar, la construction de ce portrait dans un treillis d'or sur un format paysage, puis la disparition avec la persécution des chrétiens, puis la redécouverte dans les travaux d'Édesse. Jean-Christian Petit-Fils, dans son livre, est assez catégorique. Quelquefois, il est assez catégorique en disant que cette période d'Abgar est une vraie légende au sens non historique du terme et qu'elle a été recréée par l'église d'Édesse qui voulait à un moment donné assurer sa primauté et que pour lui, le linceul était à Antioche jusqu'en 387, qu'après, il a effectivement rejoint Édesse. Et donc, lui crée à cette époque un nouveau trou historique, disant on ne sait pas ce qui s'est passé entre 33 et 387. Je suis tout à fait incapable de soutenir ce débat, je ne le présente pas, mais je vous ai présenté déjà deux des argumentaires et voilà, je vous encourage à aller le voir. Et le deuxième débat, qui est nouveau, c'est que le classique trou historique, celui dont on parlait toujours, c'est 1204-1355, sac de Constantinople arrivé à Lirée. Vous savez qu'il y a plusieurs hypothèses. Les Templiers, Ian Wilson, plus grand monde à part lui, et peut-être Barbara Frêle ne la défendent. L'héritage direct d'Othon de la Roche, mais qui semble reposer sur une erreur généalogique. Je parle sous le contrôle d'un héritier actuellement. La bataille de Smyrne, où Geoffroy de Charny sera allé, mais ça ne correspond pas. Et donc, Jean-Christian Petit-Fils reprend une théorie dont il n'est pas seul, il n'est pas propriétaire, j'allais dire, dont il n'est pas seul défenseur. C'est la théorie du père du Barl, elle est défendue par le Canadien La Tendresse, par l'Allemand Hens, qui est le passage par la Sainte-Chapelle. Saint-Louis aurait acquis auprès de Baudouin, avec toutes les autres reliques, le linceul, quelque part sans le savoir. C'est un linceul qui était dans l'ensemble des reliques sans qu'il ait été noté particulièrement. Il serait resté anonyme pendant tout le temps à la Sainte-Chapelle, pendant plus de 100 ans. Et puis, c'est Philippe VI de Valois l'a donné à Geoffroy de Charny, à Amiens, en 1348, je crois, quelque chose comme ça, en récompense de ses mérites. Geoffroy de Charny était un chevalier extrêmement méritant. Et Geoffroy de Charny, qui lui a vu l'intérêt de la chose, a fait des expositions, a même gagné de l'argent avec, a même réussi à fâcher l'évêque avec. Et donc, ce serait le passage. Alors, ça, c'est la théorie de la Sainte-Chapelle. Je ne vous cache pas qu'à titre tout à fait personnel, et encore une fois très modeste, non historien, au moins une chose me gêne, c'est pas Geoffroy lui-même, je pense que c'est son fils qui a eu des démêlés avec l'évêque. Ces démêlés sont allés jusqu'à ce que les sergents du roi viennent pour récupérer le linceul que les chanoines de Lirey ont caché, et on ne voit pas très bien pourquoi Charny ne se serait pas réclamé du cadeau du roi
à ce moment-là et pourquoi il n'aurait pas. Donc, voilà, il y a au moins ce trou-là. Il y a d'autres discussions. Et l'autre théorie actuellement qui, moi, me séduit beaucoup, c'est l'énorme travail qui a été fait par Laurent Bouzour, notre rédacteur en chef, qui a travaillé depuis 20-30 ans sur les généalogies des familles franc-comtoises et champenoises dont les cadets étaient impliqués dans la 4e croisade, les familles de La Roche, bien sûr, puisque le linceul aurait été sous la propriété d'Othon de La Roche à Athènes après le sac de Constantinople, les familles Villardouin, les familles Joinville, toutes familles extrêmement liées, d'où le terme de clan, extrêmement liées par des liens à la fois féodaux et conjugaux. Et dans cette histoire sur 150 ans, 2 personnages féminins émergent, veuves des ducs et princes de l'Achaïe, puisque ces familles régnaient sur le Péloponnèse, de la Morée française de l'époque, donc l'Achaïe, le clan des Achaïens. Et deux femmes, au cours de cette histoire, ont été à même de protéger le linceul, et entre autres Mao de Hainaut, qui a été la veuve du dernier prince d'Achaïe, qui était Louis de Bourgogne, si je ne me trompe pas, et qui a perdu son duché au cours d'une bataille et qui avait dans sa garde rapprochée les Charny, dont Geoffroy de Charny. Et Mao de Hainaut, veuve, obligée de se remarier dans la famille de Naples, qui était son suzerain, aurait confié au clan, à Geoffroy de Charny, son voisin, le linceul, qui était revenu en même temps que l'expédition, un peu incognito en France. Alors là aussi, je suis tout à fait incapable de l'argumenter moi-même. Si on en parle après, je veux bien, mais j'aurais du mal à vous, à défendre ces points de vue. Par contre, ils sont pour le coup tout à fait d'actualité, puisque en décembre, notre cahier de décembre et celui qui vient de sortir en juin, qui est décembre l'an dernier et celui qui vient de sortir en juin, ont une tribune ouverte par Laurent Bouzou, et Jean-Christian Petit-Fils a dit qu'il souhaitait ne répondre que quand il a revu l'ensemble des arguments, ce qui est assez logique. Enfin, dans tous les cas, c'est assez intéressant, et moi je me félicite en tant que président de l'association, qu'à l'intérieur de l'association, on puisse être en désaccord et lancer un débat qui, à la recherche de la vérité, ça me paraît l'essentiel. J'en dirai pas plus sur l'histoire, j'espère ne pas vous décevoir, et je vais venir sur un chapitre où je suis un petit peu plus à l'aise et où j'espère ne pas vous ennuyer, sur les quelques aspects, réflexions, voire hypothèses médico-légales un peu plus récentes sur l'analyse de linceul de Turin, avec 5 sous-chapitres: les sévices du procès, les cheveux de l'homme du linceul, les positions avec un S du Christ en croix, une hypothèse tout à fait personnelle sur le sang et l'eau que Jean a vu sortir du côté, et puis enfin sur le sudarion, le suaire de Jean, enfin 7. Sévices du procès, je ne vous reparle pas, vous connaissez tous certainement l'horrible flagellation prescrite par Pilate parce que Jésus était innocent, mais c'était une flagellation à mort. La suite des événements montre qu'il avait son compte, que la crucifixion était un luxe inutile. Je ne reviens pas non plus sur les coups du procès, simplement peut-être pour dire qu'on a trop tendance, enfin on y est habitué, comme toujours, les évangiles ne disent rien, mais et ils le giflèrent, etc. Mais en fait, voilà, cette représentation espagnole, c'est bien le style espagnol, mais elle est probablement beaucoup plus proche de la vérité. Quand on lit l'image du linceul, le Christ a été roué de coups, et de coups de bâton. La fracture du nez et la lésion ici, c'est un coup de bâton porté sur le côté qui est parfaitement lisible sur le linceul. Mais ce qui est un peu nouveau, puisqu'on parle d'actualité, c'est ici en gros plan une marque infligée par le flagrum romain lors de la flagellation. Donc ces marques qui sont connues de longue date avec cette forme de petit altère. Et depuis les photos de très haute définition qui ont été faites en 2002 lors de la restauration, Barbara Fascini, avec Giulio Fanti, a mis en évidence une marque d'un type nouveau. Alors voilà deux éclairages différents pour bien la voir, mais qui est très très différente dans son aspect de celle des flagrums. Et cette marque, elle en compte 160 environ, 160
61 exactement sur l'ensemble du linceul. Elles auraient été provoquées par un fouet du type corde espagnole ou par un bâton de licteur. Et donc, ce sont des joyeusetés infligées pendant le procès aux condamnés. Avance, tais-toi, comme on peut l'imaginer. Et quand on regarde à chaque fois que ces marques de type 2 croisent une marque de flagrum, elle est en dessous, elle est écrasée par. Donc, c'est bien avant la flagellation, c'est bien pendant le procès que tous ces coups ont été marqués. Et là aussi, comme pour la flagellation, il faut se dire que les coups qu'on peut compter, c'est ceux qui ont marqué la peau. Il y en a ceux qui n'ont pas réussi à marquer la peau, sont évidemment pas comptés en plus. Et puis un troisième type de marque, également mis en place en évidence par Barbara Faccini, qui est cette espèce de marque en patte d'oiseau, tout à fait caractéristique. Elle en trouve 15, pas plus de 15, et toutes localisées au niveau des jambes et des mollets. Et je me suis permis de reprendre ce dessin d'Isabelle Bossan en raccourcissant le dessin original. La tunique est très basse sur les pieds, en raccourcissant un peu la tunique. Et son hypothèse, qui paraît très vraisemblable, c'est que ces coups correspondent à la montée au calvaire, les coups de fouet à la montée au calvaire. Tous ceux qui ont été portés au niveau de la tunique a protégé en partie la peau, ça n'a pas marqué, ils n'ont marqué donc qu'au niveau des mollets. Deuxième aspect, tout à fait différent, les cheveux de l'homme du linceul. Il y a eu beaucoup de littérature, beaucoup de commentaires, beaucoup d'études sur ces cheveux. On a parlé tout à l'heure de la pesanteur. On a évoqué avant la réunion de la pesanteur, des cheveux qui n'étaient pas tombés en arrière. Depuis très longtemps, on a parlé ici pour ces bancs noirs. Vous voyez la souris ou pas? Je vous montre. Oui. Donc, au niveau des bancs noirs, on a parlé d'une mentonnière, mais on ne voit pas très bien où elle est en haut. Enfin, cette mentonnière, on pourra en parler un peu plus longuement, mais elle a été un peu inventée de toutes pièces. Même si elle était possible ici, on ne voit pas où elle est ici. Et on a parlé aussi de l'apesanteur de la résurrection, les cheveux revenant ici comme s'il avait été un apesanteur. Il y a même des récits de la résurrection, des gens qui devaient être sur place sans doute, qui disent que la résurrection s'est faite avec le Christ debout, il s'est redressé puis a ressuscité. D'ailleurs, le film de David Rolfe image très bien ça, un petit peu façon Seigneur des Anneaux, mais on le voit se redresser puis la résurrection. Donc voilà pour les cheveux ici. Et puis de même, la natte ici a fait l'objet de beaucoup de commentaires sur l'appartenance éventuelle à la secte des Nazoréens ou sur les coutumes des cheveux longs, etc. Beaucoup de commentaires. Il y a un travail beaucoup plus récent qui est celui de César Barta, qui est donc, je vous l'ai dit, un grand spécialiste du linceul espagnol et aussi du suaire d'Oviedo, et qui a fait un travail original qui, moi, me convainc assez. Alors, il montre ici, de manière très, très, très banale, que si on prend un homme barbu et avec des cheveux longs et qu'on le couche sur le dos, les cheveux tombent à la verticale, rien d'original. Ce volontaire, il instille dans les cheveux une certaine quantité de sang et de sérum prélevé sur un volontaire. Je crois que le volontaire, c'est Barta lui-même. Enfin, bon, en tout cas, c'est comme ça. Et sur un protocole un peu compliqué, que bien sûr, je ne veux pas vous expliquer, pour reproduire les temps de séchage et le temps pendant le procès, puis sur la croix. Le serre-tête tient lieu de jonc la couronne d'épines et l'instillation de sang et de sérum tient lieu de plaie de la couronne d'épines. Donc ça dure un certain temps parce qu'il faut que le sang coagule, sèche, etc. Ensuite, il installe le suaire tel que le suaire d'Oviedo aurait été mis, la tête penchée en avant, puisque s'il est mis après la mort et qu'à ce moment-là, le Christ a la tête qui est tombée en avant, donc dans cette position, à 70 degrés même, on peut le dire de manière assez précise. Il y a une façon de mettre le suaire qui correspond exactement à ce qui s'est passé si le suaire d'Oviedo est bien réel. Et puis, après un certain temps de séchage, là aussi, avec un protocole particulier, quand il retire le suaire, eh bien, les cheveux restent verticaux. Et je crois personnellement, je ne crois pas à l'authenticité du suaire à cause de ça, c'est pour d'autres raisons. Et je crois cette explication assez convaincante. Et de la même manière, moins développé ici, le suaire est cousu à l'arrière. Il y a une ligne de points qu'on lit très bien dessus. Le suaire est cousu à l'arrière
sur les cheveux, et sur les cheveux empesés de sang, eh bien, il garde cet aspect de natte. Et même si on reporte, vous avez ici l'image du suaire lui-même, ramené à la place où il était par rapport au linceul, le bord du suaire correspond au moment où la natte s'incline, et on retrouve bien ces taches de sang de la couronne d'épines qui sont précisément représentées sur le suaire d'Oviedo ici. Donc sur la natte et sur la mentonnière, je suis personnellement assez convaincu que l'explication de César Barta est tout à fait digne d'intérêt. Le chapitre suivant, j'espère qu'il ne sera pas trop compliqué. On est plus dans des histoires personnelles, mais j'ai repris les travaux de quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup et dont je respecte complètement les travaux, qui est le docteur Barbet. Alors je le dis pour ceux qui... Je le dis quand même, le docteur Barbet était mon grand-père. Donc si je me permets de reprendre certaines de ses conclusions, c'est avec la plus grande prudence et le plus grand respect. La première chose à savoir, c'est que la mort sur la croix survient du fait de la suspension par les mains. Ce n'est pas les clous qui font mourir, c'est pas, dans le cas du Christ, la flagellation l'aurait fait mourir, c'est sûr, elle a bien préparé le terrain, mais ce n'est pas les clous, c'est le fait de pendre les gens par les mains, et ça, c'est étayé par de manière très solide, à la fois par des témoignages historiques, des anciennes sanctions dans les armées austro-hongroises, et puis des expériences menées par les nazis jusqu'à la mort des condamnés, des gens suspendus par les mains simplement avec une corde. Il y a eu des expériences cliniques qui, évidemment, ne sont pas allées aussi loin. Il y a des arguments archéologiques sur la façon dont se déroulaient les crucifiements. Et puis, le linceul lui-même est bavard là aussi. Donc, ne retenez pas tout le tableau. Je vais essayer de le présenter de manière un peu plus simple. Le fait de pendre quelqu'un par les mains, même avec quelque chose de très confortable et mais que tout son poids porte sur les bras, enfin, pendu par les mains, crée un régime de crampes qui commence par les membres supérieurs, qui s'étend progressivement au thorax, au buste et à l'ensemble du corps, donc des crampes progressivement généralisées. Ces crampes, c'est un travail musculaire intense qui entraîne une augmentation de température, qui augmente des sueurs profuses. Les témoins des supplices nazis parlent de mares de sueur en dessous des suppliciés ou des gens qui mouraient, des mares de sueur qui avaient coulé. Le blocage, les crampes des muscles qui servent à la ventilation des muscles respiratoires entraînent non pas un blocage du thorax, mais un déficit, un défaut de la qualité de la ventilation qui n'arrive pas à se faire normalement, et tout ça aboutit progressivement à une tétanie généralisée. Le fait d'un déficit ventilatoire et des crampes arrive alors à ce terme barbare, l'acidose métabolique. Je vais vous le dire très simplement. Vous imaginez des Jeux Olympiques à Paris avec la grève des éboueurs. Il y a une activité augmentée, très intense, production de déchets, de gaz carbonique, de déchets biochimiques, et il y a une élimination qui est moins bonne, et donc ces déchets s'accumulent et on arrive à cet état d'acidose métabolique. Dans le même temps, on a un déficit circulatoire. Là aussi, pour le dire simplement, le sang reste en bas. Le sang stagne dans les parties basses du corps, il circule moins bien, la tension chute très vite, en quelques minutes. La tension, ça, c'était vérifié de manière clinique. En quelques minutes, la tension chute, le pouls s'accélère, le sang circule moins bien. Le sang circule moins bien, il est moins bien nettoyé par la ventilation. On arrive à ce qu'on appelle une asphyxie. La définition de l'asphyxie, c'est pas assez d'oxygène, trop de gaz carbonique au niveau des tissus, c'est-à-dire qu'au niveau des muscles, au niveau du foie, au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau de tous les tissus, on a un sang qui est de mauvaise qualité, on crée un système d'asphyxie. Et cette asphyxie conduit à la mort. Or, le crucifiement, pour les Romains, il était fait pour durer, il était fait pour faire peur. Donc, comment on fait pour faire durer les choses? C'était assez bien connu. Si on veut que ça dure plus longtemps, 3, 4, jusqu'à 5 jours, l'une des solutions, c'est d'utiliser des cordes à la place des clous. Ça fait quand même moins mal et ça permet quand même mieux au crucifié de s'appuyer sur ses pieds régulièrement, de temps en temps, mettons toutes les 10 minutes par exemple, de temps en temps, de reprendre appui sur ses pieds pour soulager ses bras, pour reprendre un petit peu pour diminuer les crampes et pour reprendre un petit peu de survie. L'autre solution, c'était le cédile, qui est une cheville, un croc périnéal planté dans le bois de la croix, sur lequel le supplicié était assis, ça tirait moins sur les bras. Et si on veut que ça aille plus vite, les nazis attachaient des poids, ces expériences ont été attestées, attachaient des poids aux pieds des suppliciés qui mouraient très vite,
Et les Romains avaient une technique très, très efficace qu'ils ont utilisée sur les deux larrons, qui était de briser les jambes. Et à partir de ce moment-là, le supplicié, ne pouvant plus se redresser, mourait également très rapidement. Le Christ n'a pas eu les jambes brisées. Il est mort, il est mort par épuisement de toutes ces réserves énergétiques. Il y a un moment où il n'avait plus rien pour pouvoir se défendre. Et ce qui est intéressant, important à retenir, et que le linceul montre de manière très démonstrative, c'est qu'un décès par épuisement, on a consommé toutes les réserves de glycogène, ça interdit le relâchement musculaire. Donc, il a une tétanie généralisée, une crampe généralisée. Il n'a plus aucune possibilité pour relever la contraction musculaire. La rigidité est immédiate. Le docteur Hynek, qui est un des spécialistes du linceul, dit qu'il est mort comme un cerf forcé à la course. S'il y a des chasseurs à courre parmi vous, je n'ai jamais vu, mais le cerf, quand il tombe, il garde la position où il tombe, il est raide d'emblée. C'est exactement la même. Donc, à retenir de ça, explication un petit peu complexe, je m'en excuse, mais à retenir de ça, la rigidité immédiate et puis le fait qu'il y a deux positions sur la croix. Il y a au moins deux positions sur la croix. Une position d'affaissement, d'abandon, voilà, je suis pendu à la croix, et puis une position de survie, de réaction. Et on peut penser que le Christ en a connu cette surréaction au moins 7 fois, si on compte les 7 paroles du Christ en croix. L'autre chose à retenir, c'est qu'il était cloué par le poignet et non pas au niveau de la paume. Et ça, c'est tout à fait certain par rapport à ce que montre le linceul. Et que le clou inséré, bloqué très fortement entre les os du poignet qu'il ne casse pas, aucun de ces os n'a été brisé, donc les os ne sont pas cassés, mais ils sont écartés. Et le clou bloque la main. Une fois qu'il est rentré et qu'il est dans le bois, il bloque la main de manière définitive sur le bois. Et il y a un certain nombre de choses où les mains se déplacent, la main ne peut pas se déplacer et les bloquer sur. Donc, deux positions, une main qui ne bouge pas. Je commence à faire de l'anatomie, de la médecine légale, excusez-moi, mais ensuite, les coulées des avant-bras. Vous voyez sur ce positif du linceul, l'avant-bras droit, puisque ce positif, on est à l'envers, où les coulées sont sinueuses, mais elles sont toutes selon l'axe de l'avant-bras. Elles ne sortent pas de l'avant-bras. Et puis, sur l'avant-bras gauche, c'est différent. Il y a des têtes coulées qui s'échappent et donc forcément une coulée qui suit l'avant-bras, d'où vont s'échapper ensuite un certain nombre de coulées sanguines. Si on commence par l'avant-bras droit, et on va travailler sur le négatif qui est beaucoup plus lisible. Si on commence par l'avant-bras droit, si les coulées suivent l'avant-bras droit, eh bien c'est qu'elles ont coulé bien sûr en croix pendant la vie, avant la mort du crucifié, et elles ont coulé vers le sol verticalement, et donc le bras était vertical. Quand on dit bras vertical, tout le monde est d'accord pour dire que les sillons musculaires permettent une certaine latitude autour de la verticale. Alors le Christ n'était pas culturiste, mais il était certainement ascétique, en tout cas déshydraté, et avec les muscles tétanisés, et donc les sillons musculaires étaient certainement au moins aussi marqués que cela. Et donc, il est tout à fait légitime d'admettre que le bras était autour de la verticale, dans une limite qui, de toute façon, est stricte, puisque la main est bloquée, on l'a dit. Là, elle est en position extrême. Ici, elle-même est à 10 degrés de la verticale. On a droit à 30 degrés du côté cubital, du côté du petit doigt, et 10 degrés de l'autre côté. C'est le maximum que peut faire l'articulation du poignet. Et donc, l'avant-bras droit était sur la croix, ou mieux, entre plus 20 et moins 20 degrés. L'avant-bras gauche, c'est un petit peu différent. Lui, il a d'une part une coulée le long de l'avant-bras qui suppose qu'il était à un moment donné vertical, dans la même limite de plus 20 à moins 20, et cette coulée au moins, en tout cas un certain nombre de coulées qui sont toutes parfaitement parallèles entre elles et qui sont rigoureusement à 40 degrés de la verticale, c'est-à-dire que le bras étant un peu plus incliné, là le sang s'est échappé. Il y a donc un moment sur la croix où le bras était à 40 degrés, un moment où il était entre 0 et 20. Je continue, j'espère que je ne sais pas trop. Autre chose que la nacelle nous montre, c'est cette espèce de déhanché de l'ensemble du corps, probablement lié à la position du pied gauche en avant du pied droit,
à tous les niveaux, les épaules, les fesses, les genoux, les crepoplités, les pieds, il y a une espèce de hanché et on a 5 à 6 cm à peu près de dénivelé entre les deux épaules. On en tient compte également dans l'analyse actuelle. On retient que la main gauche est en inclinaison radiale, c'est-à-dire du côté du pouce, et vous verrez, même si c'est physiologique, même si c'est possible, essayez vous-même, on ne reste pas comme ça, naturellement, la main revient. Si elle est restée comme ça, c'est à cause de la rigidité immédiate. Elle a gardé cette inclinaison maximale de 10 degrés. Enfin, la taille du Christ. Alors, il faut retenir ce que tout le monde retient, la moyenne. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont estimé entre 1,62 m jusqu'à 2,5 m. Je pense que là-dessus, enfin, leurs études sont éminemment critiquables. Voilà le mannequin de Fanti qui a été fait auprès d'un très gros travail informatique et qui réunit les avis entre 1,75 m et 1,80 m à peu près. Et à partir de cette taille, on a la taille par des tables anthropométriques, on a des tables de segments de membres. À partir de là, donc, je vais évidemment vite, mais j'espère qu'il n'y a pas trop. À partir de là, on peut faire une construction géométrique, tout simplement. Donc, je vous en fais grâce. Si elle vous intéresse, vous la trouverez dans notre cahier MNTV ou sur le site. Il y a le détail de la construction géométrique qui est faite à partir de la position du bras gauche. On regarde toujours en arrière ici, hein, puisqu'on regarde les arrières des avant-bras. Du bras gauche à 40 degrés, de la position des épaules, des dimensions des membres, etc. Et on aboutit à une seule solution possible, qui est celle-ci pour la position d'affaissement et celle-ci pour la position de suréaction, de lutte pour la survie, qui est représentée ici avec un schéma des avant-bras vus de l'arrière. Ce qui veut dire, entre autres, un patibulum sensiblement plus court, puisqu'on a 75 cm entre les bras, et on a du coup un crucifix qui est, j'allais dire, janséniste, qui les bras beaucoup plus élevés que ne le veut la tradition de l'iconographie, que ne voulait par exemple Barbet dans la crucifixion avec les bras à 90 degrés. Ce dessin, on l'a d'abord travaillé ensemble. Brunor, le dessinateur, quand il a fait l'empreinte transfigurée, vous le retrouvez dans l'empreinte transfigurée, mais je l'ai un peu remodifié après parce qu'à mon avis, il n'était pas allé tout à fait au bout du. Je crois vraiment qu'il est très proche de ce que va être la réalité anatomique de la crucifixion. Et pour moi, il est parlant, entre autres, avec l'idée d'une crux humilis, d'une croix basse. Surtout, ça donne un relief tout à fait différent au dialogue entre Jésus et sa mère et Jean, au passant qui l'insulte et qui crache, il était exactement en face et les paroles étaient probablement des souffles plus qu'autre chose. Des détails historiques proposés par Laurent Bouzou, le titulus, il n'a pas besoin il faut se mettre à la place des bourreaux, il faisait des choses simples, ils avaient beaucoup de crucifiés, ils se compliquaient qu'à la vie, il pouvait clouer le titulus sur la croix directement. Peut-être qu'il y a eu du retard. Ça vient de commencer? Oh non. Peut-être pour arrêter. Alors, le chapitre suivant, je l'explique. Si vous dites que c'est moi qui l'ai dit, je dirais que je ne vous connais pas. Je suis assez convaincu de cette hypothèse et j'ai la bénédiction orale de quelques médecins légistes, mais j'aurais besoin d'un peu plus de renseignements bibliographiques ou scientifiques pour pouvoir l'affirmer vraiment. Le problème, c'est qu'il est assez difficile de trouver des volontaires pour les crucifier et pour refaire des expériences, et que donc on doit souvent se contenter d'hypothèses. L'évangile de Jean nous dit que le centurion perce le côté, il n'en dit pas plus, le linceul est beaucoup plus bavard, il s'agit du côté droit. Il s'agit très précisément du 5e espace intercostal entre la 5e et la 6e côte gauche. C'est pour le chirurgien thoracique que j'ai été, c'est l'endroit par où on passe quand on veut aborder le cœur par voie thoracique. Le centurion le savait aussi par expérience. Quelques centimètres derrière, il y a l'oreillette droite du cœur qui est la seule cavité sur le cadavre qui contient beaucoup de sang. Les ventricules sont vides, l'oreillette gauche est beaucoup plus petite, mais l'oreillette droite est proche de la paroi, gorgée de sang, le coup ne peut pas ne pas être mortel. Ça, c'est une coupe scanner. C'est un dessin anatomique de Barbet, mais c'est la même chose. C'est une coupe scanner. Donc, on sait que le coup est porté dans le 5e espace intercostal et on sait, comme Jean, qu'il sort du sang et de l'eau. On voit d'une part que le
que la plaie reste béante, donc elle a été faite sur un cadavre, elle ne s'est pas refermée du tout. Et puis, on voit bien cette différence entre un sang qui est beaucoup plus épais qu'ailleurs, d'ailleurs, qui avait des caillots plus sombres, et puis des coulées d'eau. Alors, ce n'est pas simplement une impression subjective. L'étude des clichés en rayons ultraviolets, par exemple, montre très bien la différence entre le sang et le sérum. Il ne s'agit évidemment pas d'eau, il s'agit de sérum sanguin. Et il y a bel et bien une coulée de sang et une coulée de sérum qui ne se mélangent pas complètement. Donc l'hypothèse que je fais, alors le sang, je reviens en arrière, le sang, c'est évident, il vient de l'oreillette droite, c'est tout à fait clair. Je précise, si ce n'est pas évident, que à l'intérieur du corps, le sang sur un cadavre ne coagule pas, il coagule au contact d'une plaie, mais à l'intérieur du corps, il ne coagule pas, il reste liquide, c'est normal. Et donc le sang, on voit bien d'où il vient, le liquide. Pour Barbet, c'est liquide péricardique, lié à la flagellation, lié aux souffrances de la passion. Pour beaucoup de gens aussi, c'est le liquide péricardique ou du liquide pleural dans la plèvre. Il y a eu quand même un pneumologue marseillais dans les années 50, Donnet, qui lisant Barbet, a fait des expériences sur animal, sur des cochons anesthésiés, à qui il a donné des coups de lance, comme le Ceinturion, et il dit que ça ne se passe pas du tout comme le dit Barbet, et sans qu'il trouve d'autres explications. Je pense qu'il faut tenir compte de son observation, et c'est ce que j'aimerais développer davantage. Voilà l'hypothèse que je développe. Voilà un schéma, c'est une radio si vous voulez. On voit les côtes, on voit la silhouette cardiaque ici. Et si on faisait une angiographie, si on met un produit opaque dans le sang, on a l'oreillette droite, qui est cette grosse poche remplie de sang, alimentée par la veine cave inférieure, toute la partie inférieure du corps, par la veine cave supérieure, qui ramène le sang des bras et de la tête, des jugulaires ici. Voilà l'aspect qu'on aurait si on avait du sang radio-opaque. Eh bien, sur un cadavre qui est vertical, le cœur ne bouge plus, il est immobile, il se passe pour le sang, c'est mon avis, et des légistes m'assurent de ça. Et la même chose qu'avec un tube de laboratoire, si vous faites ce qu'on appelle une vitesse de sédimentation, vous prenez un tube de sang, vous prélevez, vous mettez un anticoagulant pour pas qu'il coagule, et au bout de quelques minutes, les globules rouges se retrouvent en bas et le sérum surnage, toutes les cellules du sang sont en bas. Et donc, si on a une sédimentation de la partie supérieure du corps dans l'oreillette, au moment où le coup de lance est donné, il sort par la plaie du sang et de l'eau. Voilà, alors, encore une fois, hypothèse, je ne désespère pas de faire un article solide là-dessus, mais pour l'instant, vous êtes un peu dans la primeur. Dernier point, le Sudarion de Jean Vincette, ça fait l'article de notre regretté vice-président, qui n'a pas pu faire la conférence dessus, qui nous a quittés, mais l'article est sorti, et il est en lien encore avec le Suaire d'Oviedo. Si le Suaire d'Oviedo est authentique, beaucoup de choses dans le pensée, il a été déposé sur le visage du Christ après la mort. Ce n'était pas réservé au Christ, c'était pour cacher la mort. Nous, on met bien un drap de linge, enfin un drap par-dessus le visage du mort pour le cacher, c'est un peu la même idée. C'était aussi pour récupérer le sang, les liquides, pour qu'ils soient dans les linges funéraires et qu'ils restent dans le tombeau avec les linges funéraires impurs. Et donc, alors, il y a ça, il faut relire le livre, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a un premier temps où le suaire est replié sur les mêmes en 2 épaisseurs, parce qu'il y avait d'abondantes sécrétions, et un deuxième temps où la première partie est repliée, un nœud est formé, et puis troisième temps, au moment de déposer le crucifié sur le linceul, on retire le suaire qui garde cette position parce qu'il est empesé de sang et qui reste un peu rigide. Et donc, vous connaissez probablement tous cette image très classique où on montre le tombeau le vendredi soir, et puis au matin de la résurrection, les linges affaissés, et cette image d'une mentonnière qui, pour moi, n'a pas de raison d'être. On ne la voit pas sur le linceul. Il n'y a aucune raison de mettre quelque chose pour tenir la mâchoire. C'est quelqu'un qui a la tête baissée. Essayez vous-même, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche. En plus, la rigidité a empêché d'ouvrir la bouche. Dans la hâte de la mise au tombeau, je ne vois pas pourquoi on aurait fait ce rite s'il était inutile. Et je pense que cette mentonnière a été un peu créée par les exégètes parce qu'il fallait ce linge rouler à sa place. Si par contre, on retient le suaire d'Oviedo, le crucifié est déposé sur le linceul, entouré d'un linceul, déposé au tombeau, et le suaire est posé, alors ici ou là ou ailleurs, j'en sais rien, mais il est posé à côté parce que c'est aussi un linge funéraire qui contient du sang, qui contient
du sérum. Et quand le lendemain, Pierre et Jean courent au tombeau, parce que les saintes femmes ont dit, voilà, on a enlevé le Seigneur, eh bien, ils découvrent les linges affaissés et le suaire roulé à sa place. Et je pense que la traduction en grec, à ce moment-là, prend toute son ampleur. Et ça suffit au moins à Saint Jean et à lui seul, ça lui suffit pour croire, parce qu'il a vu avant le linge occupé, habité, il a vu le suaire puisqu'il l'a probablement déposé lui-même, et quand il revient, les linges sont toujours là, de la même manière, mais vides, et le suaire est bien roulé à sa place. Voilà, je vais arrêter là. Il y a des quantités d'autres choses à dire. L'histoire, vous avez vu que je suis passé voilà, prudemment. On va sortir prochainement un article sur le groupage. Ça ne sera pas un scoop, à mon avis, parce que c'est très contesté. Mais pour redire que ça paraît assez très sévère, très solide, le fait que le sang est de type AB, comme le suaire d'Oviedo et comme peut-être probablement la tunique d'Argenteuil et les miracles eucharistiques. On aurait pu parler de l'ADN, il n'y a pas grand-chose à en dire non plus. La créatine, l'urobiline, on en a trouvé sur le linceul, mais aujourd'hui, je suis incapable de vous dire ce que ça signifie, pourquoi il y en a, mais on ne sait pas encore dire à quoi ça sert, pourquoi elle est là. On aurait pu parler de la nécessité de refaire ou non la datation carbone 14. Il y a des discussions à l'intérieur de l'association là-dessus. On aurait pu parler des travaux de Jean-Pierre Laude qui reprend la théorie de Rinaudot sur la formation de l'image, mais qui est encore qui ne l'ont terminé. Donc il y a énormément de choses à dire et des mystères qui restent sur cette image impossible. Je n'ai pas retrouvé la citation initiale. Il me semble bien que je crois que c'est un botaniste juif qui disait cette image est impossible et son premier inconvénient, c'est qu'elle existe. Voilà, je vous remercie. C'est vraiment une image mystérieuse et personne aujourd'hui ne sait ni reproduire ni expliquer l'image. Mais il y a quand même un consensus. Alors, il y a toujours deux grandes théories. La théorie de la vaporographie, qui est vieille, qui date des années 1930. Mais bon, qui a quand même assez peu d'adeptes. Et puis, la plupart des théories et des expériences ont été faites autour des radiations générales, sous différentes formes. En tout cas, il y a une chose au moins qui est sûre, c'est que l'image vient du corps, puisqu'il y a cette information tridimensionnelle, qu'on voyait bien sur l'image finale, là, du Thierry Castex. Cette information tridimensionnelle, il n'y a aucune ombre. Si c'était une image reflétée, c'est par exemple la théorie de Morafiev, une image reflétée implique forcément des ombres sur l'image. Donc ça vient du corps, c'est sûr. La deuxième chose, c'est que si vous prenez l'exemple de la plaie du côté, j'ai presque envie de remettre le partage si ça ne vous dérange pas, parce qu'on le verra peut-être mieux dessus. Et puis si ça vous ennuie, je le renverrai, je le renlèverai après, vous l'avez. Voilà. Sur la plaie du côté, si le linge, alors on n'a plus les bras ici, mais si le linge était complètement à plat, il ne toucherait pas à la plaie, il passerait en pont au-dessus de la plaie. Or, il y a du sang sur le linceul qui correspond à la plaie du côté. Donc le linge a bien été appliqué contre le thorax. C'est d'ailleurs ce qui explique que le bras soit un peu plus loin à droite. Et en même temps, si l'image s'était formée sur un linge appliqué de chaque côté, au moment où on déplie le linge, on aurait un thorax évasé, beaucoup plus large. Donc tout se passe comme si, là aussi, je dis, tout se passe comme si le linge était tendu et que l'image soit faite de manière orthogonale devant et derrière et non pas sur les côtés. Et en même temps, ce n'est pas complètement vrai. On peut en parler des heures. Ce n'est pas complètement vrai. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo qui a été énormément vue, qui est bien faite d'ailleurs par Bonassis là, sur le site Aletheia ou sur Marie de Nazareth, où on voit on voit un corps qui flotte entre deux linges complètement à plat, puis il y a des petites flèches qui montrent les rayons. Cette image-là, outre le fait qu'il y a là aussi il y a un petit côté Seigneur des Anneaux, elle n'est pas possible, parce que si vous imaginez sur le cadavre, vous voyez le mannequin de Fanti, si vous imaginez le drap tendu du crâne au pied, eh bien, il serait beaucoup trop loin du milieu pour qu'on ait une image, puisqu'on dit qu'il faut 4 cm maximum. Donc un linge tendu, pas complètement tendu, des rayons orthogonaux. Voilà. Et il y a des théories. Si vous en avez une de plus, il ne faut pas hésiter, parce qu'on n'a toujours pas trouvé la bonne.